Bonjour tout le monde, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir à une autre petite rencontre, intime avec la fédération et les clubs, de natation. Ça me fait plaisir de pouvoir, vous jaser, ce soir, vous mettre à jour, la réalité, où nous en sommes, dans le COVID et puis, aussi, vous présenter, le guide de relance, des compétitions, de la fédération aussi, qui est une nouveauté là pour pouvoir, permettre aux gens là qui sont dans des, zones qui peuvent faire des compétitions, repartir les compétitions de leur côté. Ce que je vais faire ce soir, c'est on va faire une petite mise à jour de l'après 23 novembre, qui est dans 2 semaines. Je vais vous donner des informations qu'on dispose en date d'aujourd'hui. Vous en êtes conscients, le COVID, la pandémie a débuté depuis 9 mois. C'est un défi pour tout le monde dans la société et ça représente encore des défis au niveau, de la fédération et de l'ensemble des clubs du Québec. Fait que je vais mettre une mise à jour là-dessus. Après ça, je vais vous parler aussi, des affiliations à la fédération et des affiliations là, avec un petit projet avec Alain Lefebvre qu'on est en train de mettre en place. Et par la suite, Nicolas prendra le relais, pour nous présenter le guide de relance qui, se suivra, par la suite d'une rencontre là, qui aura lieu, la semaine prochaine, plus en détail sur le guide de relance pour répondre à vos questions. Fait que c'est, le petit plan de match de la soirée. On devrait en avoir pour, à peu près 45 minutes. Et puis, ben, on demeure en ligne pour répondre à vos questions à la fin de la rencontre pour vous aider là, à ce que vous êtes en train de faire avec les athlètes là, au développement du sport. Et puis, s'il y a d'autres questions, on vous invite toujours à nous écrire à info@commercialfnq.ca. Ça va nous faire plaisir là, de vous accompagner dans vos démarches. Fait que c'est l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. On est maintenant, je ne sais pas combien qu'on est rendu. Je pense que tantôt, on dépassait le 75, 81 personnes présentes en ligne. Donc, on vous rappelle les règles de procédure des appels. Tout le monde en mute. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Et Jonathan et Nicolas feront le suivi avec moi des questions que je répondrai par la suite. Puis après ça, on pourra vous donner la parole à ceux qui voudront intervenir. Fait que c'est la recette qui marche super bien. Fait que c'est comme ça qu'on va procéder pour l'ensemble de la rencontre. Je vais vous partager à l'instant mon écran pour pouvoir vous présenter la vous présenter en fait un petit PowerPoint là, qui résume les points. La conférence est enregistrée, fait que vous pourrez la partager avec vos conseils d'administration et vos assistants entraîneurs. Les documents seront sur notre site Internet à compter de demain et vous allez recevoir un courriel d'ici demain midi sur toutes les informations que vous avez besoin là, à faire suite à la rencontre. Si, je vous donne un petit retour pour l'après 23 novembre. Ce matin, on a eu une rencontre avec la ministre, Madame Isabelle Charret, en date du 16, en date d'aujourd'hui, avec l'ensemble des fédérations sportives. Elle nous a amené les prémices de base sur lesquelles les décisions sont prises actuellement dans le monde du sport. Elle nous a aussi raconté là, quels sont tous les travaux qu'ils font au niveau du ministère pour pouvoir relancer le sport à travers le Québec. Actuellement, ce qui ne nous aide pas, je pense que tout le monde en est conscient, c'est le nombre de cas de COVID ne ralentit pas, ne diminue pas. Il est même en hausse à certains endroits. Fait que ça, actuellement, c'est un indicateur qui n'est pas favorable à la reprise des activités. Tant et aussi longtemps que la reprise, les cas ne diminueront pas, il est difficile pour le ministère et le gouvernement de reprendre certains secteurs d'activité. Il y a beaucoup de groupes de travail avec la ministre, la sous-ministre, avec la santé publique qui se réunissent hebdomadairement, qui font des représentations, qui étudient toutes les possibilités, qui connaissent l'épidémiologie à l'ensemble du Québec pour pouvoir mettre en place des nouvelles règles. Ils connaissent, souvent les gens disent, ils savent-tu si les bienfaits de la psychologique et physique que le sport peut apporter? Oui, ils connaissent toutes les études là-dessus. Ils sont même, eux, font des recherches avec d'autres pays à ce niveau-là. Tous les points sont apportés à la table de la santé publique par rapport au sport pour pouvoir amener les gens à prendre des bonnes décisions, à savoir si on peut reprendre les activités ou pas. Ils sont conscients du travail qui est fait par les intervenants sur le terrain, du milieu sportif, que ce soit les entraîneurs, les clubs, les administrateurs, les officiels, tous les gens qui y travaillent à chaque jour à pouvoir reprendre des activités, ils en sont conscients.
Ils sont aussi super contents du travail qui a été fait avec les fédérations sportives pour les plans de relance. Les plans sont bons. Ils savent qu'on est capable de bien accueillir les athlètes. Fait que ça, ils félicitent tout le monde là, sur le terrain pour l'application de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Ce que le ministère doit faire dans les prochaines semaines, et ce qu'il fait depuis déjà quelques semaines aussi, c'est de s'assurer que la santé publique, le système de santé puisse fonctionner avec l'augmentation des cas qui sont graduels et puis qu'il y a assez de nombre de lits dans les urgences pour pouvoir répondre à la demande. L'autre point qu'ils travaillent aussi, c'est garder nos écoles ouvertes, garder les jeunes à l'école. Ça, c'est un des points prioritaires du ministère. Et aussi également, bien, qui permettent à différents secteurs économiques de maintenir les travailleurs à l'emploi. Fait que ça, actuellement, toutes les décisions au ministère, que ce soit du côté du sport, que ce soit du côté du tourisme, que ce soit du côté, nommez-les toutes, là, transport, tous les ministères que vous pensez, tout le monde travaille pour que ces trois prémices-là, ces trois objectifs-là soient atteints actuellement et les décisions sont faites en fonction d'atteindre ces objectifs-là. Pour le milieu sportif, ce qui est le défi actuellement, c'est pas l'activité en soi, ce n'est pas faire l'activité physique qui est le principal problématique, c'est de réduire au maximum les contacts soutenus entre les personnes. Fait que c'est un problème de société et non provenant du milieu sportif. Fait qu'actuellement, les reprises d'activité sont difficiles à faire à cause de cette prémisse-là qui est vraiment de réduire les contacts au maximum entre les personnes. C'est ce qui est actuellement est le plus grand frein à la reprise des activités physiques. La priorité pour la ministre, c'est que les jeunes puissent revenir le plus rapidement possible à l'entraînement supervisé. C'est un défi qu'elle débat à tous les jours pour pouvoir nous permettre de pouvoir pratiquer une activité physique sécuritaire et de remettre les jeunes principalement. Elle ne veut pas dire qu'elle n'oubliera pas les adultes, n'oubliez pas ça, là, les adultes, c'est aussi important, mais actuellement, c'est tous les débats qu'ils font comme discussion avec la santé publique, là, c'est de pouvoir mettre en priorité à ce que les jeunes puissent revenir sur les terrains sportifs. Ce que ça amène pour le 23 décembre, le 23 novembre prochain, ce qui est dans une semaine, c'est qu'actuellement, ce qu'on sait en date d'aujourd'hui, parce que vous le savez, ça peut changer du jour au lendemain. En date d'aujourd'hui, c'est que le statu quo qui a été annoncé ou dans laquelle on opère actuellement va être maintenu. Et on va continuer pour une période indéterminée. On ne sait pas encore combien de temps les pratiques qu'on fait actuellement, particulièrement dans les zones rouges. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les groupes qui sont autorisés à s'entraîner sont encore les sports-études et les concentrations sport primaires, secondaires. Les athlètes d'excellence qui sont en direction de Tokyo 2021, c'est vraiment un groupe de restreints là, qui est restreint à peu près à 20 athlètes au Québec, que les consignes sont déjà données aux entraîneurs et aux athlètes précis. C'est les athlètes aussi dans un club, qui sont inscrits dans un club ou qui habitent dans les zones orange, jaune et vert qui sont encore autorisés à pratiquer leur activité. Puis ce qui est ajouté pour vous depuis déjà une semaine, 2 semaines, c'est les entraînements supervisés privés, c'est-à-dire avec une seule personne avec l'entraîneur ou un groupe de personnes habitant sous le même toit. Ça, actuellement, c'est autorisé, l'entraînement privé dans un seul corridor avec un entraîneur fédéré, inscrit dans la base de données de Natation Canada. Cependant, on sait qu'il y a des villes qui ont mis des freins à cette consigne parce qu'il n'y avait pas un décret décrit par le ministère et le décret là, devrait sortir dans les prochaines journées pour permettre aux villes de pouvoir bien appliquer les consignes. Fait que soyez pas surpris si votre ville ne vous a pas autorisé à faire des entraînements privés. Il y a des villes qui ont bloqué cette consigne-là, mais il y en a d'autres qui les ont mis en application. Fait que c'est à géométrie variable là, à travers le Québec. Ça, c'est actuellement les groupes qui sont en entraînement. Tous les autres groupes, que ce soit les maîtres, le réseau du sport étudiant, les athlètes affiliés à l'Alliance sport-études, collégiale, universitaire, la pratique en eau libre, tous nos nageurs compétitifs réguliers, nos nageurs récréatifs réguliers, nos écoles de natation, tout ça actuellement n'a pas l'autorisation de fonctionner ou d'opérer si on est en zone rouge. Dans les autres zones, orange, jaune et vert, bien, vous suivez les consignes qui sont dans le guide de la relance. On en est conscient, ce n'est pas facile à recevoir. On travaille fort pour que ça débloque.
Si ce n'était pas une augmentation des cas, je vous dirais probablement que ça aurait été débloqué au cours des prochaines semaines, mais actuellement, avec l'augmentation des cas, ça fait qu'on maintient le statu quo, le ministère maintient le statu quo dans ces consignes-là. Fait que, si jamais on reçoit de nouvelles informations, d'autres perspectives, on va vous les partager. Mais en date d'aujourd'hui, avec les rencontres qu'on a, avec les discussions que j'ai avec le cabinet, puis avec les différents intervenants, actuellement, c'est les consignes qui sont maintenues. Vous avez actuellement déjà tout en main pour pouvoir bien travailler sur le terrain avec les consignes actuelles. Si vous avez encore des défis, bien, vous savez comment nous contacter. On va vous accompagner dans les défis que vous rencontrez. Actuellement, la Fédération est en train de travailler un projet pour soutenir les clubs. C'est encore à confirmer, mais ça s'en vient de plus en plus, là. On regarde à une possibilité de réduire les frais d'affiliation qui vous seront chargés en décembre. De combien, c'est le montant que je ne peux pas vous donner. Là, on est vraiment en train de regarder les subventions qu'on a reçues, comment on peut les transférer, qu'est-ce qu'on peut jouer avec l'argent qu'on a pour pouvoir vous aider. On est aussi en train de regarder la possibilité de réduire les frais de compétition, particulièrement pour les clubs hôtes. Fait que ça aussi, on va vous partager l'information d'ici 2 semaines à ce niveau-là. Puis on est en train de regarder un partenariat avec les URLS pour des subventions qui pourraient être remis à des clubs selon aussi les subventions qu'ils ont reçues, de faire un mix avec la Fédération et les URLS. C'est des projets qu'on est en train de regarder. Dès qu'on a les montants, on va vous informer, on va vous envoyer l'information. Toutes les factures qui partiront de la Fédération, bien, ils tiendront compte de ces réductions-là. Aussi, dans les prochaines semaines, vous allez voir qu'il va y avoir dans les prochaines journées, il va y avoir aussi une annonce sur le sport sécuritaire par le ministère. Une annonce dans laquelle ils vont annoncer la création d'une entité indépendante pour traiter les plaintes d'harcèlement, d'agression psychologique, sexuelle et physique. En fait, tout ce qui ne concerne pas le statut d'un athlète, par exemple, par rapport à une équipe du Québec ou à une équipe nationale ou à une sélection d'athlètes ou ce qui ne concerne pas là, vraiment la gestion sportive, la régie sportive, l'entité indépendante sera créée d'ici au mois de mars afin de répondre à l'ensemble des plaintes dans le milieu sportif. C'est une entité indépendante. La Fédération va avoir à intervenir. Au cours des prochaines semaines, vous allez voir, on va créer des guides et on va créer là, des informations à ce niveau-là qu'on va vous partager au fur et à mesure que le projet avance. Il y a aussi une bande dessinée qui a été lancée aujourd'hui par Sportaid et qui aura une possibilité pour les clubs d'en faire un moyen de financement. Fait qu'on attend les informations à ce niveau-là. Ça devrait vous donner un petit moyen de financement là, pour si vous vendez la bande dessinée à vos athlètes. Et puis, dès qu'on a l'information, on va la partager avec vous. Actuellement, pour le prochain mois, au moins, là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de changements avant les fêtes. Actuellement, là, ce qu'on s'attend, là, c'est vraiment un statu quo là, dans toutes les activités là, sportives. On en est conscient qu'il y a des défis avec la pratique libre parce qu'actuellement, les bains libres sont ouverts et il y a beaucoup, beaucoup d'activités là, de libre qui sont en perspective. Mais actuellement, là, on n'arrive pas là, à convaincre la santé publique, autant le ministère que nous, pour ouvrir les activités en sport organisé. C'est un débat qu'on fait à chaque jour et qu'on va continuer là, pour vous pour que ça débloque le plus tôt possible. À ça, il y a plusieurs actions qui sont concertées avec les divers partenaires provinciaux, soit des tables de consultation, des projets communs, des représentations et des films de relations publiques. Vous avez dû voir passer au courant des dernières semaines une lettre ouverte qui a été écrite par Sport Québec et qu'on va vous demander dans l'envoi qu'on va vous faire demain, c'est de la partager avec l'ensemble de vos membres afin que les gens aillent signer la lettre ouverte en ligne parce que ce qu'on veut atteindre, c'est 100 000 personnes qui signent la lettre ouverte pour dire au ministère qu'on veut reprendre les activités sportives supervisées et encadrées, fédérées. Et c'est important que les gens se joignent à la lettre pour nous, pour s'assurer qu'on fasse partie des premiers secteurs qui vont déconfiner pour qu'on puisse reprendre nos activités. Autant c'est important pour la santé physique et mentale de nos jeunes et nos moins jeunes. Et on vous demande là, de partager cette lettre-là, que ce soit avec ma tante, mon oncle, tout le monde qui peut la signer, là, plus de monde qu'on va avoir.
c'est l'objectif. On veut atteindre 100 000 signatures. Actuellement, on est à peu près à 15 000. Fait que moi, je lance le défi à la gang de natation de partager le plus possible sur l'ensemble de vos médias sociaux. Il y a des messages qui sont faits par Dominique Gauthier sur les sites, les médias sociaux de Sport Québec que nous, on a déjà partagé sur nos médias sociaux que vous pouvez relayer. On vous demande d'intervenir avec nous là, pour que les gens signent la lettre ouverte rapidement. Un autre point aussi, on a travaillé avec Sport Québec, un sondage qui va être partagé à l'ensemble des clubs du Québec pour connaître la situation d'aujourd'hui, l'ensemble des clubs, votre situation financière, où sont vos besoins, quels sont les impacts. Et puis, avec Sport Québec, ils vont nous partager l'information qui est recueillie de la natation. Le but à ça, c'est vraiment de faire une intervention massive auprès du gouvernement pour vraiment donner la situation des clubs au Québec, là, de la santé là, de nos organisations. Fait que ça aussi, vous allez recevoir demain le lien dans le courriel qu'on va vous envoyer. Fait que c'est important que vous remplissiez ce courriel-là d'ici le 24 novembre afin qu'on puisse avoir les données les plus justes et qu'on puisse amener à prendre des décisions ou à apporter des pistes de solutions au ministère à ce niveau-là. Au cours des dernières semaines, au cours des prochaines semaines, vous allez voir, il y a encore beaucoup d'interventions médias, autant sur une étude du HEC qui a été faite, à laquelle nous, on a participé. On vous invite à en prendre connaissance. Ça dit carrément là, que le milieu sportif y est rempli de défis, la pandémie l'a complètement là, affecté. Puis c'est important là, de pouvoir soulever toutes les problématiques que ça a reflétées. Et puis, bon, on fait des suivis avec le HEC pour pousser davantage cette étude-là pour pouvoir documenter l'information à l'ensemble du Québec, puis par des représentations au niveau politique. Il y a aussi une étude, aussi une enquête là, qui se fait actuellement avec un média, c'est la presse, qui sont à Radio-Canada, qui sont en train de faire un dossier sur les entraîneurs. Fait que si j'ai des entraîneurs qui écoutent actuellement, puis que soit que vous avez perdu votre job à cause de la COVID, soit que vous avez dû aller sur le chômage, par exemple, ou vous avez dû complètement réduire beaucoup d'heures de travail, puis que ça a affecté votre salaire, j'aimerais ça que vous m'écriviez personnellement parce que j'ai besoin de trouver 2 entraîneurs dans le milieu de la natation à qui la pandémie, ça l'a affecté directement au-delà du travail, de l'emploi, mais vraiment au point de vue salarial, vos conditions de travail. Fait que si j'ai 1 ou 2 entraîneurs, là, j'aimerais ça vraiment qu'on puisse participer à ce dossier-là pour vraiment souligner là, le travail des entraîneurs puis tout ce qui comporte là, que ça affecte le milieu familial puis que ça affecte au complet la vie des gens. Fait que si j'ai des gens à l'écoute, vous connaissez mon adresse par cœur, fait qu'écrivez-moi, ça serait important là, qu'on participe à cette étude-là. Et puis, ça me va faire plaisir de vous référer là, au journaliste pour que vous puissiez échanger avec lui. Vraiment, l'objectif, là, c'est de souligner là, le travail qui est fait, puis les concessions que les entraîneurs ont dû faire là, au point de vue de la pandémie là, pour pouvoir permettre au club de survivre. Fait que ça, c'est la réalité qu'on a au cours des prochaines semaines. On a besoin de vous pour nous aider à faire les suivis à ce niveau-là. Dernier petit point de suivi pour nous de notre côté. Vous allez voir, au cours des prochaines semaines, on a Alain Lefebvre. Vous connaissez Alain Lefebvre, qui est un ancien directeur technique de la Fédération, qui va s'apprêter à appeler chacun des présidents des clubs afin de voir avec vous comment va votre club, c'est quoi les défis que vous rencontrez. Puis aussi, on a besoin de vérifier des certains points de conformité du club, à savoir, est-ce que vos entraîneurs sont vraiment bien tout affiliés dans la base de données de Natation Canada? Est-ce que vos athlètes sont bien affiliés puis au bon endroit bien affiliés? Est-ce que vous avez fait des vérifications d'antécédents judiciaires avec votre personnel? Est-ce que tout le monde a ces formations qui devaient être obligatoires autant pour l'éthique que pour la formation d'entraîneur? Alain va faire le tour avec vous pour échanger à peu près 1 heure par club à voir là, quels sont vos besoins, comment ça va, quels sont les défis que vous rencontrez, mais aussi voir, là, à s'assurer que tous les clubs là, sont conformes au Québec puis qu'on respecte les conditions à laquelle on doit suivre de Natation Canada pour pouvoir opérer et être affilié à notre fédération nationale et à la fédération provinciale. Au niveau des entraîneurs, on fait des rappels. Tous les entraîneurs, assistants entraîneurs, moniteurs d'un club
doivent être affiliés à la Fédération et à Natation Canada. Toutes ces personnes-là doivent avoir fait la vérification des antécédents. Actuellement, on a fait plusieurs vérifications. Le trois quarts des gens l'ont, mais il en reste encore quelques-uns délinquants et on veut s'assurer que tout le monde soit bien en règle. Il y a aussi la formation sur l'éthique. Ça, je vous dirais que ça, on a un score au Québec qui est un peu trop faible à mon goût. Il faut que vous alliez faire votre formation obligatoire sur l'éthique parce que c'est possible qu'on puisse vous dire que vous ne puissiez pas entraîner au cours de la prochaine année. Et c'est obligatoire. C'est pas une question à savoir si je dois la faire, peut-être oui, non. C'est obligatoire. Fait que ça, on vous le dit, il y a deux options. Vous pouvez aller faire l'option sur la formation en éthique sur Respect et Sport ou la formation qui est en ligne sur l'Association canadienne des entraîneurs. Vous avez déjà les informations pour pouvoir faire cela. Et il faut absolument que vous le fassiez. C'est une obligation maintenant pour tous les entraîneurs et assistants entraîneurs au Québec et à travers le Canada. C'est pas juste au Québec. Et actuellement, je peux vous dire que c'est pas mal juste le Québec qui ne le remplit pas. Fait que j'aimerais ça qu'on vire le vent et puis qu'on puisse vraiment se remettre en règle là, comme il faut. Et puis, au niveau des clubs, il reste quelques clubs qui ne sont pas membres. Fait que depuis le 1er novembre, ces clubs-là, si vous en connaissez, qui vous disent qu'ils ne reçoivent pas l'information, bien, dites-vous que c'est qu'ils ne sont pas membres. Tous les clubs maintenant qui ne sont pas membres ne reçoivent pas plus l'information de la fédération. Fait que c'est important là, que les clubs soient en règle et qu'ils soient membres de la fédération pour recevoir les informations puis avoir accès aux services. Au niveau des athlètes, on est conscient que c'est un défi pour vous, les athlètes qui ont parti, qui ont arrêté, qui ont recommencé, qui ont suivi des petites formations ici et là. En fait, c'est assez simple. Tous les athlètes qui sont à l'eau ou tous les athlètes qui suivent une formation quelconque avec un entraîneur à distance, avec un Zoom quelconque, et tous les athlètes qui seront en cours privé et qui s'en viennent, là, doivent être inscrits à la fédération. S'ils ne sont pas inscrits, vous risquez, vous mettez à risque le club. Et en fait, dès qu'un entraîneur n'est pas inscrit, dès qu'un athlète n'est pas inscrit, vous mettez à risque le club. Et puis, au-delà de ça, si on vous prend, bien, on peut suspendre votre club à long terme. Fait que, si je vous demande, là, mettez-vous conforme, on vous le dit. Si vos athlètes actuellement participent à aucune compétition, mettez-le non compétitif. Puis pour qu'ils soient plus non compétitifs, il va falloir qu'ils soient à une deuxième compétition. La première, ils ont droit à faire une compétition. Fait que tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait deux compétitions, vous n'avez pas à les changer de statut. Fait que c'est important que tout le monde soit enregistré et qu'il soit enregistré dans les bonnes cases. Fait que si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-nous à info@commercialfnq.ca, plutôt, fnq.ca, puis on va vous guider, puis on va répondre à vos questions. Fait que la plupart des clubs, vous emmenez bien, mais il en reste encore quelques-uns délinquants, puis on veut s'assurer là, que tout le monde se place en règle. Fait que ça, actuellement, ça fait pas mal le tour des sujets que j'avais à vous aborder, principalement pour le retour à la compétition, puis pas retour à la compétition, retour aux activités, puis développement des activités au cours des prochaines semaines. Puis avant d'aborder l'aspect de compétition, je prendrai les questions de un à un, et puis parce que moi, je ne les voyais pas là, pendant que j'étais en partage d'écran. Et puis, j'y répondrai tout de suite, puis après ça, on pourrait passer à l'autre sujet qui sont les compétitions. Jonathan, est-ce que tu peux faire un tour avec moi des questions? Oui, il n'y a pas grand-chose. Tu vas voir, ça parle surtout là, de la rencontre avec Alain. Les gens demandent si ça va être seulement le président ou un entraîneur pourrait aussi y assister. Effectivement, là, ça va être à vous à déterminer qui sera la personne la plus adéquate ou disponible pour En fait, répondre c'est à ces sûr que le questions-là. président devrait être présent. Est-ce que l'entraîneur peut se joindre au président? Je n'ai pas de problème à ce que l'entraîneur se joigne au président. C'est juste une question d'horaire. Fait que les rencontres seront principalement de jour. Fait que faites juste vous organiser avec l'horaire, soit par un Zoom ou un Team. On va regarder avec Alain les moyens technologiques avec lui. Mais non, il n'y a pas de problème à ce que l'entraîneur se joigne. Il n'y a rien à cacher. L'idée là-dedans, c'est un échange, avoir le pouls du terrain. Vous êtes bien conscient que l'équipe ne peut pas faire le tour des 107 clubs, mais Alain est à la retraite, fait qu'il voulait nous donner un coup de main, puis on est bien content de l'avoir avec nous. Puis Alain va continuer aussi l'année prochaine à faire le tour de l'ensemble des clubs du Québec. Et puis, c'est aussi en préparation en vue de ces rencontres-là.
Fait que non, vous pouvez vous joindre sans problème, mais absolument, je veux que les présidents soient sur la ligne. C'est les gens demandent pour les plages horaires, là, évidemment, il va y avoir des plages horaires de soir et de fin de semaine et sur des heures non conventionnelles de bureau. Là. C'est assuré là, qu'on va. On sait que tout le monde travaille aussi sur des heures là, de bureau régulières, donc on va faire attention à ça. Vous allez recevoir un courriel à ce niveau-là là, pour pouvoir réserver des plages horaires avec Alain. En fait, ce qu'on va faire, c'est on risque de faire un doodle à laquelle Alain va avoir mis plein de disponibilités dedans et vous aurez le choix d'aller cliquer sur une seule disponibilité. Donc, le choix de la disponibilité que vous aurez choisie correspondra à l'heure de votre réunion. Fait que, à ce moment-là, vous serez capable de consulter votre entraîneur ou à l'inverse, consulter votre président pour fixer l'horaire. On a le NSH qui dit que dans un contexte de fonctionnement, ça serait, si c'est possible, d'avoir une certaine souplesse par rapport aux différentes obligations que tu as nommées, là, dont entre autres la formation des entraîneurs au niveau éthique. Et c'est la même chose un peu pour la question de Régional de Beauce, là, qui pose un peu la même question qui est par rapport au fait que les employés sont mis à pied. Ils trouvent ça délicat de faire une formation à ces employés-là. En fait, c'est assez simple. Au niveau de l'éthique, non, il n'y a pas de souplesse. C'est une obligation. Puis dites-vous, avec ce qui va être présenté par la ministre la semaine prochaine de création d'une entité indépendante avec l'obligation, on va créer de nouveaux guides sur l'éthique. Actuellement, il n'y aura aucune souplesse au niveau de l'éthique. C'est une activité là, qui est un guide, une petite formation qui dure à peu près 1h30, 2 heures à faire. À ce niveau-là, il n'y a aucune souplesse. Ni au niveau de la formation des entraîneurs. Au niveau des formations des entraîneurs, on a déjà assoupli les règles par rapport aux années précédentes. On a fait changer le règlement de sécurité pour vous permettre du lousse. Et puis, c'est aussi une obligation de ce côté-là. On a créé plus de formations, on a donné des accès. Fait que si vous avez des défis avec la formation des entraîneurs, contactez Joy Fanara, puis elle va vous trouver des solutions. Mais ces deux aspects-là, ces deux points là, qui ne s'assoupliront pas, peu importe le contexte. Je vous dirais même dans le contexte, ils ont actuellement plus de temps pour faire la formation qu'en saison régulière. Il y a encore moins de raisons pour ne pas le faire. Parfait. Donc, Alain est sur la ligne. Il nous dit que ce sera possible d'avoir des rencontres en soirée. On a Mathis qui nous parle qui demande s'il y a des partages avec d'autres associations provinciales pour des levées de fonds ou s'il y a seulement la bande dessinée avec Sport Québec que nous avons. Actuellement, il n'y a pas de levée de fonds provinciale qui est organisée. La bande dessinée, c'est un projet là, qui s'en vient qu'on va pouvoir vous renseigner quand on va avoir l'information précise. Mais actuellement, il n'y a pas de levée de fonds au niveau provincial. Vous avez la possibilité d'en faire au niveau local sans problème. Si vous voulez en organiser au niveau régional aussi avec les autres membres de votre association régionale, il n'y a pas de problème. Si vous voulez échanger avec nous des idées, ça me fera plaisir là, d'avoir des discussions avec vous à ce niveau-là. Ça ressemble pas mal à ça pour l'instant. J'aurais aimé être plus positive, vous donner plus de lousse, puis de vous dire aujourd'hui qu'on partait des activités davantage. Dites-vous qu'on ne lâche pas le débat, qu'on continue à faire toutes les représentations. Mais les statistiques jouent contre nous actuellement. C'est vraiment notre objectif d'aller plus loin. Et puis, dès qu'on va pouvoir nous donner un respire, bien, on vous informe, puis ça va nous faire plaisir là, que vous ouvriez davantage Eval là, avec vos membres. Mais actuellement, là, on est encore pris dans ces contraintes-là. Tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de diminution, là, attendez-vous pas à de nouvelles règles là, pour le moment. Excuse-moi, Isabelle, on avait une autre question de Hélène qui demande s'ils doivent inscrire tous les coachs remplaçants dans Natation Canada. Oui, complètement. En fait, toute personne qui assiste, qui gère un entraînement doit être inscrit à Natation Canada. Il doit avoir les formations de base. Dites-vous qu'il arrive un accident, il arrive une noyade, il arrive une blessure majeure. Si on est poursuivi par les assurances, ils vont poursuivre la fédération, le club, les personnes responsables, les entraîneurs, Natation Canada. Et si, à la limite, à la base, les gens n'avaient pas les bonnes formations, ils n'étaient pas inscrits comme membres,
et qu'ils ne seront pas supportés, un, par les assurances, puis deux, le déluge va partir. Fait que c'est ce qu'on veut éviter en vous disant que tout le monde doit être inscrit. Tu sais, je ne fais pas ça parce que je veux avoir des membres puis je veux grossir mes statistiques, là. Dites-vous ça, là, c'est enlevez-vous ça de la tête, là. Ce qu'on fait ça, c'est pour vous protéger comme association, pour protéger les administrateurs, pour protéger les individus à laquelle ils feront face à des cas. Fait que c'est de la gestion de risque, mais c'est important que les gens soient membres. Voilà. À partir de maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais ça passer la parole à Nicolas Zaziri. Puis avant de lui passer la parole, j'aimerais souligner le travail exceptionnel d'un groupe de bénévoles et d'employés qui ont travaillé ensemble pour vous créer un nouveau guide de compétition. On est conscient que c'est difficile, puis ça fait drôle de vous parler de compétition quand je viens de vous dire qu'il vient d'avoir des statu quo. Mais actuellement, on a des régions qui sont dans les zones jaunes, on a des régions qui sont dans les zones oranges, puis on a même dans les zones rouges, si vous faites un entraînement avec une personne, mais peut-être que vous allez vouloir faire un essai de temps. Et puis, on a travaillé fort avec un groupe de personnes qui ont fait un travail exceptionnel à se réunir 2 à 3 fois semaine et à travailler un document qui vous sera présenté à l'instant. Je tiens à les remercier, puis je veux nommer les noms là, des gens qui ont travaillé avec nous là, sur le dossier. On parle de Lynn Laprade, Carole Thomas, Sylvie Potvin, Pierre Brisson, Mélissa Vanet, Michel Castonguay, Marc Daou, Xavier Desharnais, Jonathan Ouellette et bien sûr votre directeur technique Nicolas Zaziri, à qui je vais passer la parole pour vous présenter le travail qu'ils ont fait. Ils sont partis des informations qu'il y a au niveau national, des informations qu'on a trouvées aussi dans d'autres pays, puis des informations que l'expertise qu'on possède, parce qu'on possède une super belle expertise au Québec. Et puis, on a tout mis ça en contribution pour vous présenter un guide de relance des compétitions. Dites-vous que c'est possible qu'aujourd'hui, vous ne soyez pas capable de l'appliquer à votre vitesse au complet comme vous aimeriez le faire, mais au moins, vous allez recevoir l'information pour que si vous changez de zone de rouge à orange, bien, au moins, vous allez être prêt puis vous allez être capable de préparer vos bénévoles à pouvoir passer à un autre mode puis à stimuler tout le monde et à repartir l'ensemble des compétitions au Québec. Fait que, Nicolas, je te passe la parole et puis vous allez pouvoir poser vos questions à la fin de la présentation. C'est bon? Bien, bien, bien. Bonsoir. Merci Isa pour cette transition. Je ne vais pas vous présenter tout de suite là, le guide de relance des compétitions. J'avais deux petits sujets à discuter avec vous. Un qui est positif, hein, c'est le défi virtuel qui a été lancé il y a quelques semaines de ça. J'aimerais faire un petit retour de la situation, puis un merci à tous les clubs participants. Vous avez été quand même assez nombreux, là, je ne savais pas trop à quoi m'attendre pour un premier défi virtuel. Et puis, en plus, en fonction des circonstances du moment, on sait qu'il y a quand même beaucoup de nageurs qui sont hors de l'eau, ou s'ils sont dans l'eau, ben, c'est en dehors d'activités supervisées. On a quand même fait le choix, malgré ce contexte délicat, de le lancer, ce programme, parce que bah, Isabelle l'a dit un petit peu plus tôt, et si Isabelle de son côté elle travaille fort pour que le plus rapidement possible, le plus de nageurs possible puissent retourner à l'entraînement, ben, en attendant, il y en a qui sont quand même à l'entraînement, puis ceux-là, ils sont quand même privés d'une part importante de leur activité. C'est bien beau de s'entraîner, mais aujourd'hui, là, ils ne peuvent pas compétitionner. Donc, de lancer le défi virtuel, ben, c'est une manière adaptée, hein, on va dire, mais une manière de renouer un petit peu avec l'essence même de leur sport compétitif. Alors même si ce sont des affrontements qui se font à distance, le classement est là, l'envie de vouloir bien figurer sur un classement, l'envie de vouloir de nouveau goûter à la saveur d'une amélioration chronométrique, ce genre de choses-là, on a envie de le conserver. Donc, nous avons compilé les premiers résultats. Le premier classement intermédiaire va être communiqué demain au club. Et puis, j'aimerais inviter ceux qui ont déjà participé à continuer. Et puis, ceux qui n'ont pas encore embarqué, hein, pour des raisons qui leur sont propres, de vous dire que ce n'est pas trop tard. Hein, si vous voulez embarquer,
comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, et donc le classement final sera quand même celui qui sera le plus important, puisque les classements intermédiaires, ils sont juste là pour garder les nageurs sous tension, les nageurs motivés, pour qu'ils n'attendent pas le classement final pour se comparer, qu'ils puissent le faire à deux, trois opportunités avant le grand classement. Donc, si vous n'avez pas encore soumis de fichier de résultats, pas de souci. C'est jamais trop tard pour embarquer. Donc, le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le retour à l'entraînement des athlètes d'excellence. Isabelle en a un petit peu parlé plus tôt. C'est quelque chose qui n'est pas forcément compris, qui est des fois interprété, et souvent quand on interprète, c'est pas nécessairement de la bonne manière. Donc je voulais apporter un petit peu de précision sur cette fleur que nous a faite le gouvernement provincial. On n'en a pas beaucoup, alors celle-ci, on va la prendre et puis on va la humer à sa juste valeur. Il y a à peu près 2 semaines, le gouvernement provincial a autorisé les nageurs, enfin tous les athlètes, tous sports confondus, qui sont identifiés excellence par leur fédération nationale à retourner à l'entraînement. Donc, lorsqu'on parle d'un athlète d'excellence, c'est un athlète qui est estampillé excellence par la fédération nationale et reconnu par le ministère provincial. Donc, nous en avons à peu près une vingtaine en natation, paranatation, eau libre. Et donc, ces athlètes-là ont le droit depuis, en fait, même si l'annonce a été faite la semaine dernière, c'est quasiment à partir d'aujourd'hui là que ça rentre en fonction, parce que la logistique est un petit peu lourde, c'est une grosse machinerie à mettre en place. Mais ces athlètes-là ont la possibilité de s'entraîner avec leur entraîneur. Ils ont accès aussi aux salles de sport, salles de fitness, salles de musculation. Et le gouvernement provincial, dans son immense bonté, a autorisé aussi les partenaires d'entraînement indispensables et des athlètes préqualifiés pour les Jeux Olympiques aussi à intégrer l'entraînement. Alors quand on a eu cette annonce-là, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Après 1, 2, 3 réunions, on a enfin compris les contours. Au début, on misait énormément sur notamment le côté préqualifié pour les Jeux Olympiques. On s'est essayé de faire rentrer tous les athlètes qui étaient qualifiés pour les prochains essais, de les faire passer comme étant préqualifiés, mais non. Je pense que le gouvernement nous a vu venir avec nos gros sabots. Ils ont fermé tout de suite cette porte-là, parce que les athlètes qui sont de retour à l'entraînement, ils veulent vraiment que ce soit un tout petit nombre, les faire rentrer au compte-gouttes. Donc nous, si on veut faire rentrer la 100 athlètes d'un coup, ça ne fonctionne pas. On a essayé après ça de réduire au moins en disant, allez, les athlètes qui sont identifiés élite relève, ça ne fonctionne pas non plus, c'est trop d'athlètes. Donc finalement, on a réussi à faire rentrer, en plus de ces athlètes identifiés excellence, quelques partenaires d'entraînement. Et quelques partenaires d'entraînement, ils ont été pas mal triés sur le volet, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les entraîneurs concernés. Et puis, on a monté des petits dossiers pour essayer de pousser les candidatures de ces partenaires d'entraînement en expliquant au ministère pourquoi tel athlète qui n'est pas identifié excellence, il peut être très important dans le développement et dans la préparation olympique de l'autre athlète identifié excellence. Donc voilà, on a soumis quelques candidatures. On n'a vraiment pas été trop gourmand. Il y a à peu près une dizaine d'athlètes qui ont été acceptés en plus de nos athlètes excellence. Il y en a quelques-uns qui ont été refusés aussi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est dans cette porte qui a été ouverte par le gouvernement, finalement, elle concerne que très peu de personnes. Alors quand on entend dire, tiens, j'ai entendu que tel club, il reprend avec tout son groupe, tel autre club, pareil, il a fait rentrer là, telle personne, ça se peut que ce soit exagéré ou pas vraiment conforme à la réalité, en tout cas. Aujourd'hui, là, on est quand même en contact avec pas mal d'entre vous. On sait que les règles sont respectées. C'est sûr que vous n'êtes pas tous égaux devant le retour à l'entraînement. Il y en a qui ont des super belles ententes avec leur gestionnaire aquatique qui vous permet d'avoir certains créneaux horaires comme de bains libres, mais qui vous sont réservés. Ce n'est quand même pas de l'entraînement supervisé. C'est quand même
dans le respect le plus complet des prérogatives gouvernementales. Donc c'est ça, même si vous n'êtes pas égaux, on sait que vous êtes respectueux de ces attentes et de ces règles gouvernementales. Donc ça me semble important de le préciser pour éviter que trop de bruit de déformation là, qui parcourt les différents bords de bassin. Peut-être, Nicolas, je sais apporter un point par rapport aux essais canadiens. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les essais olympiques sont encore en plein processus de réflexion avec Natation Canada. La date habituelle et la date qui était prévue pour 2021, c'était début avril. Le directeur de haute performance de Natation Canada, John Atkinson, il se laisse encore un petit peu de temps avant de statuer vraiment. Quand j'ai un petit peu de temps, c'est qu'il avait misé sur fin novembre, début décembre, avant de donner une orientation claire au club. La tendance, quand même, n'était pas un report des essais olympiques. C'était l'idée, c'était quand même de maintenir ça à la même date que prévu initialement, donc il me semble la première d'avril, mais sous un format probablement différent. En temps normal, tout nageur qualifié peut participer aux essais olympiques. Il y a quand même assez peu de chances que la situation sanitaire, même si un vaccin sort demain, quand même, avril, c'est pas demain, c'est presque après-demain. Donc, quand même peu de chances qu'on soit capable de tenir une compétition qui va rassembler 3, 4, 500 nageurs venus de tout le pays d'un océan à l'autre. Alors, probablement, John Atkinson aura à faire des choix, puis dans les différents choix qui s'offrent à lui, c'est des scénarios qui sont de plus en plus restrictifs en termes de nombre de nageurs invités, qui peut aller jusqu'à soit durcir un petit peu les standards, ou fonctionner par invitation, ou donc invitation, mettons, sur un top 16 pour une épreuve, invitation sur un top 8, même des fois une invitation sur un top 3 d'une même épreuve. Ça va faire quand même une compétition qui va être très très courte, mais c'est quelque chose qui est envisagé, puis on a encore quelques semaines de patience à avoir avant de connaître l'heure juste. Voyez-vous l'écran, le guide de relance des compétitions? Alors, oui, sans problème. Aujourd'hui, là, en fait, on ne va pas passer en détail aujourd'hui le guide parce que Isabelle qui avait annoncé une réunion de 3/4 d'heure, là, je pense qu'à minuit, on va encore être là si on doit le lire, l'expliquer et répondre aux questions. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste le regarder, l'admirer et puis rêver à un lendemain meilleur, j'espère. Mais en tout cas, ce retour aux compétitions là, va se faire en 3 étapes. Aujourd'hui, un petit peu, c'est le grand lancement du guide. On va vous laisser 10 jours. 10 jours à partir de ce soir, en fait, ce soir ou demain, le guide vous sera envoyé par courriel. Et puis, vous aurez une dizaine de jours pour le lire, pour l'assimiler, pour essayer de le faire correspondre à votre réalité. Et notez bien une deuxième date dans votre calendrier, enfin la prochaine date importante, ça va être le jeudi 26 novembre. Je répète, jeudi 26 novembre. Soyez présents, s'il vous plaît, parce que ce guide-là sera de nouveau expliqué aux directdirecteurs de rencontres, aux entraîneurs-chefs, à tous les officiels 3, 4, 5 qui ont l'habitude de s'investir gros dans l'organisation de compétition. Cette rencontre-là sera un prérequis obligatoire pour quiconque veut organiser une compétition sanctionnée. Alors ça veut dire que, par exemple, le défi virtuel, ça se passe dans un cadre d'entraînement, ce sont des événements qui sont non sanctionnés, c'est vraiment dans le cadre sanitaire le plus sain et le plus strict possible. Donc, aujourd'hui, on va le parcourir vite, hein. Regardez, il y a à peu près une trentaine de pages. Isabelle l'a dit tantôt, on a essayé vraiment de faire travailler nos ménages, et puis encore une fois, un grand merci hein, à la gang qui s'est penchée sur
sur ce guide-là. Ça a été quand même un gros travail, mais aussi, sans le savoir, hein, il y a d'autres provinces qui nous ont aidés parce qu'on a lu, on a fait un peu d'espionnage industriel. Est-ce que l'Ontario a fait? Est-ce que Natation Canada, bien évidemment, a fait? Est-ce que l'Alberta? Est-ce que les États-Unis? La France? Bref, finalement, sans qu'ils le sachent, mais il y a quand même beaucoup de travail un petit peu indirectement. Et ce guide-là, on le veut clair, compréhensible, très pratico-pratique. Il va même y avoir une petite amélioration de ce guide pour vous aider à organiser ça le mieux possible. On va vous préparer prochainement une invitation type de compétition. Vous savez que lorsque vous voulez sanctionner un événement, vous devez envoyer à la fédération votre invitation. Cette invitation-là, en temps de Covid, elle va être un petit peu différente parce qu'on va vous demander pas mal plus d'informations. On veut vraiment s'assurer que vous avez vraiment pensé à tout, que le cadre est sain et sécuritaire. On voudra avoir cette preuve-là. Donc, toutes les informations supplémentaires, on va vous faire on va vous faire parvenir ce template-là pour que vous n'ayez plus qu'à rentrer dans les pantoufles déjà bien confortables pour organiser ça. Il y a 3 parties dans ce guide. Une première partie qui sont des directives générales, et puis c'est vraiment du gros bon sens, hein, qu'on soit un club, un comité organisateur ou un club participant à une compétition. Cette première partie s'adresse à vous deux. Avec la présentation d'un nouvel organigramme, avec notamment une personne qui rentre dans cette organisation-là, qui n'existait pas avant, c'est le coordonnateur à la gestion de risque, c'est une nouvelle personne qu'on va vous demander d'avoir dans vos comités, qui va prendre une place énorme et qui va vraiment être le capitaine Covid de votre événement, qui va être en contact avec le directeur de rencontre, avec le directeur des installations, avec tous les entraîneurs et tous les clubs participants. C'est vraiment une pièce importante, une personne très importante. Donc, un nouvel organigramme. Nous avons ici ce qui est autorisé de faire en période de Covid. Alors, bien évidemment, ce tableau-là, comme... Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas le partage d'écran? Non. As-tu une autre question? Je me trompe. C'est vrai, vous n'avez rien du tout, là? Qu'est-ce que vous voyez, là? Si, on voit le partage. Ah. Oui, on voit le partage, ouais, ça fonctionne, le partage. OK, merci. Nicolas, non, je m'excuse, ça ne fonctionne pas, le partage d'écran. Moi, je vois tout le monde sauf le partage d'écran. Moi, c'est la même chose. Des fois, il suffit de quitter la rencontre puis de se reconnecter pour la voir apparaître. Oui, mais ça n'a pas rapport, ça. Si, ça a vraiment un rapport parce que souvent, ce sont des bugs avec Teams, avec Microsoft Teams. Donc, allez-y, regardez. OK, c'est bon. Nous aussi, c'est une manipulation qu'on fait. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Hein, si vous quittez, promis, on va vous laisser rentrer à nouveau. Moi, je le partage, sauf que si tu peux le grossir un petit peu, ce serait agréable. On pourrait voir plus facilement ce qui est écrit sur les rubriques. Ouais, mais si je le grossis trop, je perds la vue comme une page pour l'écran. De toute manière, hein, dites-vous que vous avez juste quelques heures à attendre et puis vous l'aurez dans votre boîte courriel. Les personnes qui n'avaient pas le partage d'écran, est-ce que vous l'avez? Oui, il est revenu, moi. Bon, hein, Oui. La magie de Teams. On va attendre que tout le monde revienne. On va attendre une petite minute. On est bon? Allez, go. Donc, j'étais en train de vous dire que ce tableau-là, c'est sûr qu'il risque d'être mis à jour. La réalité d'aujourd'hui, 16 novembre, ne sera pas forcément la réalité du 23 novembre, lorsqu'il y aura la prochaine annonce gouvernementale. Donc, n'oubliez pas que c'est un guide qui va être amené à évoluer en fonction des annonces du gouvernement et puis aussi de votre retour, le retour du terrain. C'est sûr qu'on aimera recevoir votre feedback, savoir si dans les orientations qu'on vous donne, est-ce qu'on est dans le vrai ou pas, est-ce qu'il y a des ajustements à faire. Donc, votre retour sera en tout cas très important. Mais aujourd'hui, 16 novembre,
on est rendu avec ce portrait-là de ce qui est possible de faire ou pas. Vous avez vu que dans une région de palier d'alerte rouge, niveau 4, pas grand-chose qui est autorisé, hein, pour la bonne et simple raison que tous les rassemblements déjà sont interdits. Donc, sans parler de 25 personnes, 50 personnes autorisées par plateau sportif, on ne peut pas se rassembler. Donc, ça coupe un petit peu court à tout événement sanctionné. C'est ça. Alors, le nombre de nageurs autorisés par plateau sportif, on a fait le choix de vous laisser calculer selon votre réalité à vous, plutôt que de vous imposer, de vous dire, mettons, si vous avez tel genre de piscine, si vous êtes situé dans telle zone, vous pouvez mettre tant de nageurs parce que les règles sont très différentes et la réalité sera très différente d'une place à l'autre. Donc plutôt, vous allez faire un décompte entre ce qui est autorisé par la santé publique et puis on enlève le nombre de sauveteurs, qui sont quand même hyper importants. On ne pourra pas descendre en dessous d'un chiffre qui sera incompressible. Moins le nombre de bénévoles requis, moins le nombre d'entraîneurs, eh ben, la place qui va rester, elle va être réservée pour vos nageurs. L'équipement sanitaire requis, ça aussi, ça se pourrait que ça évolue, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là. Des petites mises en garde sur la gestion des risques d'annulation ou des risques d'exclusion, parce que lorsqu'on parle d'un contexte sanitaire très strict, croyez bien qu'on attendra du comité organisateur qui respecte ou qui fasse respecter à la lettre les consignes sanitaires, et puis de tout participant qui les applique aussi, parce qu'il y a des situations avec lesquelles on ne pourra pas transiger, il y aura évidemment des risques d'exclusion pour des personnes qui ne respectent pas. La deuxième partie de ce guide, elle est principalement destinée aux clubs participants, puis c'est peut-être la plus légère, hein. Il y a quelques informations à savoir avant que vous participez à la compétition. Qu'est-ce que vous devez faire? Aussi les principales rubriques qui sont là, la surveillance des nageurs, le transport, l'hébergement, bref. Qu'est-ce qui est important? Durant la compétition, regardez, il n'y a pas beaucoup de détails parce que les principales choses que vous aurez à faire vous seront communiquées et puis ça va être à la charge du comité organisateur de vous les communiquer. Donc, quasiment, le plus important pour vous, ça va être le numéro 4, c'est de respecter ce que vous avez à respecter, s'il vous plaît. Et ce que vous avez à respecter, donc c'est ça, c'est le comité organisateur qui va vous le communiquer. Dans la troisième partie du guide, c'est là où ça va un petit peu se compliquer, parce que organiser une compétition en temps de Covid, ben, c'est quand même toute une nouvelle gymnastique. C'est quand on parle de repenser, réinventer, on y est vraiment en plein là-dedans. Donc là aussi, une première partie avant la compétition, quoi faire? Faire encore. Durant la compétition, quoi faire aussi? Alors pareil, un thème par thème, on va vous demander de diviser votre piscine en zones. Vous voyez le point 3, puis il y a des exemples qui vont être un petit peu plus loin. Quoi faire avec vos spectateurs, avec la gestion des résultats. Des petits exemples d'organisation de piscine. Ce plan-là devra être clairement indiqué dans l'invitation que vous ferez que vous communiquerez au club participant et que vous ferez aussi parvenir à la fédération avec des zones. Alors bien évidemment, là c'est un exemple et en plus un exemple d'une piscine qui est quand même très spacieuse puisque on parle d'une zone réservée aux officiels, de zones réservées aux clubs, de zones de circulation, bref, très large, très complet. Bien évidemment, il faudra que vous puissiez l'adapter à votre réalité. Et là-dedans, ce qu'il faut vraiment bien penser, c'est que ces zones-là devront être respectées. En aucun cas, une zone réservée au club devra se transformer en zone de circulation ou la zone réservée au club va empiéter sur une zone réservée aux officiels. Ça ne fonctionne pas parce que le 2 mètres devra vraiment être respecté en tout temps. Donc voilà, on vous donne quelques petits exemples de bonnes pratiques, hein, de bonnes choses à respecter. Durant la compétition, qu'est-ce que le comité organisateur devra faire dans la gestion de son horaire, la gestion de l'échauffement, la gestion de la période entre chaque série? Tout ça, sera beaucoup de nouvelles habitudes à prendre et ça se peut très bien que les premières compétitions, il y ait beaucoup d'hésitation, le rythme soit relativement lent, d'une par nécessité, parce que probablement il faudra attendre qu'une certaine frange de participants quitte la zone avant qu'une nouvelle arrive, ça va ralentir le rythme, et puis forcément, hein, quand
on doit tout changer dans notre manière de faire, ça prend aussi un temps d'adaptation. Dans les officiels et bénévoles, il y a quelques informations sur les bonnes manières de faire, le nombre d'officiels requis. Et Natation Canada a un point très important du règlement qu'on a recopié mot pour mot. C'est-à-dire qu'il y a un nombre minimal qui est prévu, mais si pour une raison ou pour une autre, on n'a pas ce nombre minimum d'officiels, il n'y aura pas d'annulation de résultat de la rencontre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Non, on vous demande quand même pour le bien-être des nageurs, pour l'idée de les faire compétitionner dans les meilleures conditions possibles, de toujours maintenir quand même une certaine qualité dans la présence d'officiels, certains nombres, un nombre minimum. Mais en tout cas, c'est sûr que vous aurez de la flexibilité là-dedans. La quatrième partie, qui sont les annexes. Chaque participant à la compétition devra remplir un formulaire d'acceptation de risque. Le voici, vous n'aurez pas à le chercher sur Internet, il est là. Chaque participant aussi, quand on appelle participant, c'est nageur, entraîneur, bénévole, officiel, sauveteur. Tout le monde devra aussi remplir ce formulaire-là, qui est un formulaire d'autodéclaration. Notre capitaine Covid, qui est le gestionnaire de la gestion du risque, ça se pourrait qu'il soit obligé d'exclure un participant. Il faudra le répertorier, ça. C'est pas vrai qu'on va exclure un participant arbitrairement. Il faudra le documenter de la même manière qu'on disqualifie un nageur. Donc, pour quelle raison? Voici. Le plan de sécurité qui peut ressembler un petit peu à une checklist du comité organisateur de tout ce que le comité organisateur doit faire avant la compétition. Est-ce qu'il a bien pensé à comment répartir et diviser ses zones d'utilisation des installations? Est-ce qu'il a bien distribué les formulaires? Est-ce qu'il a mis toutes les mesures de communication pour les officiels, les bénévoles, pour les entraîneurs? Bref, une checklist qui est, je pense, très, très complète et qui devrait vraiment beaucoup aider les comités organisateurs. Oh, il y en a déjà une qui est cochée d'ailleurs. On va décocher. Et la dernière partie, si tout ça, ça vous semble un petit peu flou comme organisation après la lecture du guide, nous proposons quelques exemples, on a peut-être 5 si ma mémoire est bonne, de types d'organisation. Alors là aussi, ce sont des exemples, des recommandations que vous devrez adapter à votre sauce. Mais voilà, différentes configurations avec une petite piscine, grande piscine. Est-ce qu'on fait un essai de temps avec 1 ou 2 corridors? Ou est-ce qu'on ouvre ça à 6 corridors, 8 corridors? Est-ce qu'on a le chrono électronique, le chrono manuel? Bref, quelques exemples qui sont vraiment très, très concrets et qui vont, j'espère, vous aider à organiser les meilleures compétitions possibles. Est-ce qu'il y aurait des questions pour cette première présentation du guide de compétition spontanément, réaction spontanée? Parce qu'on va le passer en profondeur sur la gestion lors de la réunion le 26. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous pouvez prendre la parole, vous n'êtes pas obligé de marquer dans le chat aussi. Donc, ensemble, la réunion du 26, Nicolas, si je ne me trompe pas, ça sera toi avec Lynn Laprade et même les gens du comité qui feront le tour là, en profondeur, là, qui vont vraiment parler des compétitions, sur vraiment l'organisation de terrain. Il n'y aura pas d'introduction comme qu'on a fait aujourd'hui, mais ça va être vraiment, vraiment en détail là, de la vraie vie là, sur un terrain, là, comment je dois faire pour accueillir mes bénévoles, comment je dois faire pour faire respecter le 2 mètres, puis surfer avec vous là, sur toutes les questions. Donc, vous allez avoir quelques jours pour regarder le guide puis pouvoir vous préparer. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à nous écrire à info@commercialfnq.ca afin qu'on puisse les préparer, les réponses pour la rencontre le 26. Et puis, comme ça va nous aider là, à pouvoir mieux vous guider. C'est ça. Et puis, n'oubliez pas que cette rencontre-là va être vraiment obligatoire. Donc, d'ici le 26, lisez le guide, assimilez-le, ou cherchez en tout cas à l'assimiler, et puis
On sera là pour répondre à toutes vos questions. Et puis après ça, on pourra avoir des compétitions sanctionnées ici au Québec, dans les zones permises. Mathis en ligne pose une bonne question. Il dit vu les conditions des essais olympiques envisageables, quelle sera la stratégie de la FNQ, à savoir est-ce qu'il peut y avoir une bulle pour tous les athlètes identifiés par la FNQ ou avec des standards genre Coupe du Québec, faire lors des entraînements de compétition au mois de janvier, février, mars, ou faire un peu comme la SL dans la période des fêtes. Écoutez, on est en réflexion là-dessus à voir comment on peut amener les athlètes identifiés ou les athlètes là, qui sont dans le top 16, dans le top 24 pour les essais canadiens, à voir ce qu'on peut faire. Mais le défi qu'on a, c'est qu'actuellement, il y a déjà des fédérations qui ont demandé des bulles. Les bulles ont été refusées au niveau du ministère. Le ministère est à préparer un guide pour les bulles d'entraînement, mais c'est des bulles qui vont répondre autant aux Canadiens de Montréal qu'à l'Impact de Montréal, qu'à l'Impact de toutes les équipes professionnelles ou des équipes de sport amateur. Actuellement, je vous dirais que le concept de bulle, là, il est très, très difficile à atteindre, le concept qu'ils vont nous présenter. Actuellement, on ne peut pas miser sur les bulles. On est à revoir là, comment on peut avoir des stratégies. Je vous dirais, jusqu'à la semaine passée, on avait espoir à ce qu'un certain groupe d'athlètes puisse revenir à l'eau. On s'est fait remettre nos espoirs ce matin à l'eau un petit peu. C'est le mot de jeu de mots, là, mais c'est vraiment ça. On est en train de regarder là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les essais. Puis on est aussi en contact avec Natation Canada parce qu'actuellement, plusieurs provinces qui étaient ouvertes s'en vont vers des fermetures. Je pense au Manitoba, je pense à l'Alberta et on sait que l'Ontario s'en vient vers ça. Il y aura aussi des discussions avec Natation Canada à ce niveau-là. Actuellement, on ne peut pas vous donner d'orientation parce que c'est encore très, très variable. Puis même si on voudrait, pour l'instant, le 3/4 du Québec est dans le rouge, ils ne peuvent même pas pouvoir en mettre 2 pieds à l'eau de façon convenable là, dans un sport respectif au niveau de la compétition. C'est la réponse que je peux vous donner en date du 16 novembre par rapport à ce point-là. Je ne sais pas si, Nicolas, tu veux ajouter quelque chose à ce niveau-là? Non, moi j'étais prêt à faire une vraie réponse de politicien, dans la mesure où aujourd'hui, là, on ne connaît pas encore ni les prochaines mesures sanitaires à venir, ni donc avec les autorisations et ou les interdictions, mais aussi on ne connaît pas ce qui va être décidé par Natation Canada là, quant au format retenu pour les essais. Mais la réponse de politicien, c'est que c'est sûr qu'on va se pencher là-dessus là, dès qu'on aura un petit peu plus de certitude. Et puis nous, notre but, c'est d'avoir le plus d'athlètes possible aux essais et que ces athlètes-là soient les plus performants possibles. On travaillera pour. Donc aujourd'hui, là, sans information supplémentaire, c'est dur de donner du concret, mais c'est évident que ce sera, en tout cas pour moi, là, puisque c'est une part quand même très importante de ma job. Bonjour. On se penchera là fortement là-dessus. Allô? Oui, Mathis, tu peux prendre la parole. Oui, donc c'est pas Mathis, c'est Alexandre Gendron finalement sur un autre nom. Là. OK. Non, t'avais pas reconnu Alex. Pour moi, je pense que je suis d'accord avec vous, mais pour les athlètes du Québec, pas que je m'en fous des essais olympiques, là, mais je pense aux athlètes du Québec que peut-être faudrait essayer d'avoir des bulles. Puis là, je vois des commentaires qui passent, soit pour les sports-études ou quelque chose. Je pense que si vous avez besoin d'aide là-dessus, on est prêt tout à vous aider à avoir des bulles comme le hockey qu'ils font. Puis pendant 2 semaines, où ce que nos jeunes vont peut-être s'ils l'ont fait au hockey à Québec, dans la ville de Québec, pourquoi pas nous autres, même en zone rouge, là. Moi, c'est pas les essais comme tels, c'est l'ensemble de 70% peut-être des autres athlètes qui sont d'un certain niveau qu'il faut essayer de sauver en faisant des bulles et des compétitions. C'est rien que ça que je demande de faire. Alex, on est conscient là-dessus. Je vais juste. Je vais vous donner un exemple de projet qui a été refusé au niveau de la santé publique. Le ski alpin Québec a voulu réserver tous les condos au Mont-Édouard, au lac Saint-Jean et isoler des athlètes pendant 1 mois. Donc, c'est-à-dire condo, aller direct à la station de ski, revenir au condo avec aucune sortie possible pendant 1 mois. Et cette bulle-là a été refusée par la santé publique. Actuellement, les interventions sont faites, sont poussées, mais les réponses qu'on reçoit actuellement sont encore négatives. J'aimerais ça vous laisser un peu d'espoir. J'aime mieux pas vous en laisser puis qu'on continue à travailler les projets puis à pousser les discussions, mais actuellement,
c'est l'exemple que je peux vous donner à l'heure d'aujourd'hui, qui pensait qu'il était une bulle hermétique qui ressemblait similairement à la Ligue nationale puis à ce qui se passe au soccer, puis même cette bulle-là a été refusée. Donc, voilà. Mais on lâche pas le morceau là-dessus parce que c'est une chose aussi là, qu'on voudrait là, pouvoir avoir une bulle puis travailler avec des athlètes là, puis nous, moi j'ai été jusqu'à la demande au cabinet de dire ouvrez-nous des groupes, même si c'est 4, même si c'est 5 à l'heure, on s'en fout là, ouvrez-nous des petits groupes avec des entraîneurs, donnez-nous du respect, c'est ce qu'on a demandé, mais pour l'instant on n'en a pas encore. Il regardait pour en faire quand il y a eu une diminution des cas, mais avec l'augmentation des cas, les décisions sont revenues à l'inverse. Et au niveau des sports-études, en zone rouge, pour faire des compétitions, je ne vous dirais pas qu'on ne le regardera pas à long terme, mais actuellement, le défi qu'on a, c'est le nombre d'athlètes sur le bord de la piscine et aussi, c'est que vous avez l'obligation d'offrir des services aux sports-études, puis vous êtes uniquement sur les heures d'entraînement de jour. C'est un défi d'imposer des bénévoles à venir prendre des temps puis faire une mini-compétition. Puis avec les écoles à lesquelles ils sont encore très nerveux par rapport à ça. Pour l'instant, c'est non. Je ne vous dirais pas qu'on n'évoluera pas pour pouvoir ouvrir plus tard étant peut-être d'ici un mois, 2 mois, l'ouverture différente. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas y aller là, pour le moment là, à ce niveau-là. Oui, il faut savoir que ce qui est autorisé pour un sport-études doit rester dans le strict cadre sport-études, c'est-à-dire dans le respect des horaires sport-études. Mettons, peut-être Jonathan pourra me corriger là, mais c'est entre 8h le matin et 3h30 l'après-midi. Un entraînement qui serait après cette heure-là, en après-midi ou en soirée, n'est pas autorisé parce qu'il ne rentre plus dans le cadre sport-études. Un entraînement du samedi matin non plus, ça ne rentre pas dans le cadre sport-études. Ça rend aussi la compétition un petit peu délicate à faire quand même. C'est pour ça qu'actuellement, ils ne sont pas encore autorisés, mais on va le regarder là, pour peut-être après les fêtes, les choses comme ça. Et l'interdiction de rassemblement aussi, qui ne nous rend pas vraiment service. Ouais. En fait, est-ce que ça s'applique aux zones jaunes aussi? En fait, les zones jaunes, vous pouvez suivre les consignes dans le guide par rapport aux zones jaunes aussi. Cependant, ce qu'il y a par rapport à vos sports-études, ça va être un défi de trouver des bénévoles dans la journée. Là. Ça, vous pourriez avoir une discussion avec Nicolas à ce niveau-là, voir comment vous pouvez l'appliquer là. On n'est pas fermé à l'idée, mais dites-vous là qu'on va partir le premier processus de compétition. Après ça, on va vous revenir pour le reste. Donc, c'est bon, ça? Ce qui se mettrait fin à notre rencontre pour ce soir. N'hésitez pas, vous avez des questions là-dessus à aborder. Écrivez-nous à info. On va redistribuer vos questions au bon personnel. Il y a Michel, qui voulait intervenir avant que je conclue. Vas-y, Michel. Excuse-moi, Isabelle, bonjour. Un classique, là, je ne peux pas ne pas intervenir quand même. Est-ce que vous avez des petits cues concernant ce qu'on a entendu un petit peu dans les médias? Là, je sais que M. Legault n'était pas content que ça sorte, mais pour peut-être avant Noël, après Noël, l'espèce de mois de congé d'école, est-ce que vous avez parlé de ça un peu avec la ministre ou pas du tout? En fait, on a abordé la question ce matin, puis elle ne nous a pas donné la conclusion. Est-ce qu'il y aura vraiment un mois de congé complet? En fait, elle n'était pas en mesure de nous confirmer cette annonce-là. Elle, ne pouvant pas nous confirmer, ne pourra pas nous dire les conséquences sur le milieu sportif. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. On est conscient que c'est peut-être une volonté. Est-ce que ça réduira les nombres de cas à augmenter? C'est une stratégie là, nationale là, par rapport à la gestion de la pandémie. Ça, pour le moment, là, on n'a pas de détails que je peux vous confirmer ce soir par rapport à ça. Merci. De rien. Okay.
Fait que si je recommence à ce qui mettrait fin à la rencontre, fait qu'hésitez pas, écrivez-nous à info@fnq.ca. On va redistribuer vos questions aux bonnes personnes dans l'équipe de personnel. Et aussi par rapport à la réorganisation de l'équipe, suite au départ de Jocelyn, on va ouvrir des postes au cours des prochaines semaines. Fait que n'hésitez pas, on est là quand même, peu importe le nombre de personnels qu'on est à la Fédération, on va être là pour vous donner un coup de main au mieux de nos connaissances. Et puis, on va vous accompagner là, dans toute la procédure. Fait que n'hésitez pas à nous écrire. Et je prendrai une dernière question qui est Tatiana, que j'ai vu la main levée. Est-ce que je me trompe? Oui. Ménageur nage seulement pendant des bains libres. Et moi, je donnais les chronos qui les prennent le temps. Est-ce que je suis en norme? Non, pas du tout. Tu n'as pas le droit d'être sur le bord de la piscine durant les bains libres. Non, je ne suis pas dans la piscine. J'ai préparé une petite boîte avec les chronos, avec les crayons, avec les petits papiers pour les prendre le temps. Mais ça marche. Ben, en fait, la réponse est assez simple. C'est que vous n'avez pas le droit de faire aucune activité organisée. Les villes ou les centres sportifs peuvent mettre à disposition des bains libres à un groupe de personnes réservées. Tout ce que vous faites, ce sont des activités lors des bains libres qui ne sont non sanctionnées. Donc, je ne peux pas te dire si c'est correct ou pas parce que ça ne fait pas partie des activités de la Fédération et des activités à laquelle vous êtes assuré et à laquelle vous êtes reconnu. Si tes athlètes le font puis ils te ramènent les temps, ils font sur une base personnelle, puis toi, tu le fais sur une base personnelle, ça vous appartient en tant que personne, mais le club, pour que les gens comprennent bien qu'actuellement, ce n'est pas une activité du club, ce n'est pas une activité que l'entraîneur peut exiger d'avoir des résultats, et c'est que c'est vraiment, ils font vraiment sur leur base à eux personnelle s'ils veulent amener, faire les exercices que l'entraîneur demande. C'est la seule façon que je peux te répondre en te disant que... Ça veut dire, Nicolas, je ne peux pas t'envoyer les résultats? Ben, tu les as pris, les chronos. Vas-y, envoie. Hein. Non, je n'ai pas pris les chronos, c'est les autres. C'est tout désinfecté, c'est tout dans une boîte en plastique. Et je les donne les boîtes et prends le temps. Mais j'ai essayé aujourd'hui, ça fonctionnait super bien. Je n'étais pas sur les piscines, j'étais dans mon bureau. Écoute, c'est ambigu. Moi, je te dirais go. Ok, merci. Merci. J'apprécie beaucoup. Moi, je te dis go, merci. En fait, Nicolas n'a pas parlé à sa boss, on va vous répondre go. Fait qu'on va vous revenir avec la précision demain. Moi, c'est bon. Non, Isabelle, mon seul travail que je fais, je mets mon initial, que le temps a été pris comme semi-officiel. C'est pas une question de confiance ou pas, c'est une question de gestion de risque plus que d'autres choses. Fait que on va vous revenir avec ce point-là. OK, merci beaucoup. Parce qu'il faut rester conséquent à dire que c'est une activité non sanctionnée par la Fédération, puis c'est difficile que là, la Fédération deviendrait une activité qu'on reconnaît. C'est juste ça mon point, malheureusement. Dites-vous là, c'est la DG qui parle parce que la fille de sport, elle vous dirait tellement, envoyez-la puis qu'on les fasse nager nos jeunes, mais la directrice générale, elle n'a pas le choix de vous amener sur la pointe de gestion de risque et de vraiment de suivre les consignes par rapport à ça, malheureusement. Non, c'est comme ils sont à 2 mètres, ils respectent tous les règlements. Je suis certaine qu'ils sont tous en mesure pour qu'ils soient parfaits. Là. Ça, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Tu n'imagines pas comment ils sont excités quand on a vu le défi de fédération. Malheureusement, on ne peut pas faire de grandes choses. Oui, je sais. Ça, j'en suis bien consciente. OK, je vous remercie beaucoup. Je t'appelle demain. Ça fait plaisir. OK, c'est bon. Merci. Excellent. La prochaine fois, tu attends qu'on ait coupé l'enregistrement pour poser des questions comme ça. OK, écoutez, on vous laisse là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rappeler, à nous contacter. Et puis, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.